Mais rang ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Demande en hausse. Difficultés au niveau de l'approvisionnement, pénurie de main-d'œuvre, les gestionnaires en épicerie ne manquent pas d'ouvrages. C'est autour d'un département spécifique que nous nous arrêtons aujourd'hui, le département du prêt-à-manger. Le prêt-à-manger, cette section qui regroupe tout type de nourriture, chaude ou froide, qui peut s'emporter ou se consommer sur place ou à domicile. Cette catégorie a vu ses ventes exploser en 2021 et poursuit depuis sa croissance sans cesse. Bonjour, mon nom est Robert Dion, fondateur et éditeur de Détaillant Alimentaire. J'ai la chance d'animer ce 3e épisode et dernier épisode dédié au prêt-à-manger en épicerie. Pour cela, j'ai en ma compagnie 4 invités que je vous présente maintenant. Catherine Hott, la directrice des ventes Emballage Carousel, Martin Audet, Emballage Carousel, Alexandre Dumaine, directeur commercial chez Eurodiv, ainsi que Jeannot Boutin, notre propriétaire détaillant, spécialiste à Saint-Georges-de-Beauce. Bienvenue. C'est la mise en marché dont on parle maintenant. La mise en marché, nous la verrons revêtir plusieurs formes et très diversifiées et sans limite. Et c'est vers Jeannot que je me tourne pour dire, à qui je vais poser la première question, parce qu'il y a 20 ans d'expérience là-dedans. Jadis, un produit, on le mettait là puis on le vendait. Est-ce que ton marketing ou ta mise en marché, tout à l'heure tu nous as parlé de grands comptoirs et tout, qu'est-ce que tu as vu changer le plus au niveau de la mise en marché des produits? La mise en marché, c'est surtout sur la qualité des emballages. On n'a plus de foam, c'est tout des plastiques recyclables transparents. Puis la réfrigération aussi, là, pour la présenter, là, la qualité des frigos et de l'éclairage aussi pour la présentation des produits. On peut parler des emballages, mais au-delà de l'emballage, il faut que tu commences par attirer l'attention de ton client là, sur la qualité là, de la présentation, les tablettes tout en angle, avec aucune porte, aucune vitre, que le client peut avoir accès directement rapidement. Puis c'est pas mal la qualité. Puis un produit là que moi, mes employés, si le produit est pas emballé, là, il bouge un peu, là, je vais le faire reprendre. Parce que la moindre petite chose là, sur le produit, même si la qualité est aussi bonne, tu es sûr que ça va faire un retour. Fait la qualité de la présentation aussi de ton produit, au-delà de l'emballage, là, la main-d'œuvre est très, très importante. Pour la rotation, puis on mange avec l'œil. Hein. La première des choses, on regarde l'œil. Si notre regard nous satisfait, on va y... Puis après ça, ben, c'est le goût, puis la qualité, la fraîcheur. Il y a plein de choses qui suivent, là, qui vont répéter ton expérience, là, mais... Est-ce que la technologie, l'emballage t'a permis d'avoir des messages positifs à donner aux clients, raconter une histoire quelconque, parce que tu t'as parlé d'enlever le styrofoam, mais quand tu as enlevé le styrofoam, est-ce que tu en as profité pour annoncer des choses aux clients, pour te servir de ça comme argument de vente quand tu as rentré tes fours intelligents? Est-ce que c'est des choses que tu as mis en marché? Non, je me suis pas servi de ça pour mes clients. On s'est servi de ça plus pour la production, puis la rapidité, puis la qualité du produit. Parce que on a travaillé plus l'expérience client à l'intérieur du commerce, mais on n'a pas fait de promotion marketing là-dessus. On fait beaucoup de promotions, on fait souvent parce qu'on a un circulaire là, maison qu'on fait là, puis on fait beaucoup de combos croisés là, pour arriver à combler un offre total. Là. C'est que la personne ait un jus de légumes avec un potage et qu'elle ait une offre complète là, pour partir. Des combos, des trios comme les grands fast-food de ce monde nous ont montré à faire, mais nous, on l'applique avec des produits frais. C'est encore des choses qu'on a modifiées là, sans rien tout inventer, on l'a juste modifié puis adapté avec nos produits. Okay. Catherine, je vais retourner... Pardon, vas-y, Jeannot, continue. Pardon. On fait beaucoup de ça pour stimuler nos clients. Mais on va laisser la parole à Catherine. Catherine, évidemment, tout à l'heure, vous avez parlé de technologie puis d'éliminer le plastique. Puis tout. Est-ce que tu as vu des histoires où est-ce que tu aides tes clients à pouvoir, je vais dire monnayer, mais mettre en marché le fait que s'ils embrassent votre technologie, vos produits, ça va leur permettre de passer un message positif aux clients, faire de l'engagement positif? Oui, ben comme on parlait plus tôt, puis Jeannot l'a dit, on mange avec les yeux, puis on a beaucoup de demandes au niveau d'avoir un visuel qui est plus intéressant. Alexandre parlait de la technologie Skin, là, qui est un vide sur barquette, dans le fond. Fait que
t'as le meilleur des deux mondes, t'as un visuel qui est beau, t'as une conservation qui est allongée, puis t'as un équipement qui permet à ta main-d'œuvre d'avoir un processus qui est plus rapide. Donc, quand on disait d'une économie de temps, là, quand Jeannot disait qu'avec la main-d'œuvre, on cherche une économie de temps, ça permet un retour sur investissement qui est plus rapide. On a aussi des équipements qui permettent d'avoir un branding marketing, là, désolé de l'anglicisme, mais il y a aussi des équipements qui permettent de pousser le visuel plus loin, de mettre le logo sur le produit, tout en respectant l'éco-responsabilité, là, donc en ayant le moins de plastique possible. Fait que oui, au niveau de la mise en marché, la technologie peut aider sur tous les volets, là, d'avoir une constance de produit, un emballage toujours emballé pareil. Quand Jeannot disait des fois, il va faire réemballer le produit s'il n'a pas été bien emballé. Bien, souvent, quand on a un équipement qui le fait ou une technologie qui nous aide, bien, la constance est là aussi. Donc, on récupère encore une fois là une économie de temps de ne pas avoir à recommencer ou jeter le produit. Fait que c'est pas mal de cette façon-là qu'on va accompagner nos clients, là. Souvent, effectivement, les questions qu'on se pose, c'est fais-moi ta liste des priorités. On va essayer de toucher aux 3 points les plus importants, mais c'est-tu la structure de prix qui est importante? C'est-tu ton économie de temps ou c'est ton visuel ou c'est ta conservation? Puis, dépendamment des priorités du client avec lequel on est ou du marché dans lequel on est, ben on va trouver la solution d'emballage qui va être la mieux adaptée. Des fois, ça va juste être le bon contenant, un contenant transparent, plus mince, qui ferme plus hermétiquement. Et c'est aussi ça, là, la technologie ou le visuel marketing qui permet une mise en marché qui va être plus adéquate puis qui va les aider. On sait très bien qu'il y a des réglementations qui s'en viennent, un peu comme on avait éliminé les sacs de plastique. Maintenant, il y a des changements technologiques qui s'en viennent, des changements au niveau de la légifération des produits de plastique jetables et tout. Est-ce que tu penses que, puis je peux me tourner vers Martin pour dire, est-ce que c'est une opportunité pour les exploitants qui font du prêt-à-manger de sauter dans une nouvelle technologie, d'en profiter pour faire une mise en marché qui va être basée sur le respect des nouvelles normes? Ben, tu sais, la réglementation, dans le fond, c'est un peu une contrainte qu'on dit aux gens, mais d'un autre côté, il faut le prendre comme une opportunité pour dire, se re-questionner, est-ce que l'emballage que j'utilise, premièrement, est-ce que c'est la bonne emballage? Puis deuxièmement, à quoi elle me sert cet emballage-là? Fait que, tu sais, tout changement dans la vie, des fois, on peut le voir de deux manières, hein, soit négatif ou positif. Moi, je suis plus d'attitude positive dans la vie, puis j'ai plus tendance à faire dire à notre clientèle, ben, profitez de ce momentum-là pour vous ouvrir un peu sur les nouvelles technologies. Puis, j'aurais à dire que là-dessus que ce que je remarque, là, tu sais, puis Jeannot le dit, au-delà de la technologie, au-delà de l'emballage, il y a vraiment une explication pour la mise en marché au client. J'ai vu un exemple dans la région de Québec. Je peux te donner un exemple vraiment frappant que j'ai vu dernièrement. Le marchand qui avait un comptoir de prêt-à-manger, il l'a divisé en 3 sections. Il a mis la section rapide, qu'on parle sandwicherie, des trucs comme ça. La section le lunch, qui était plus, des nouilles chinoises, des repas familiaux. Puis il avait mis une division que j'ai trouvée super intéressante. Paye-toi un festin. Puis le paye-toi un festin, là, il y avait des éléments skinés là-dedans, il y avait des ossobuco, il y avait des trucs. Puis sur chacun des plats était accompagné d'une fiche pour dire, OK, bien sûr, les éléments de cuisson, etc., quoi faire, avec quoi l'accompagner, quel type de vin l'accompagner. Il était assez loin. Puis en dernier, il marquait quel type d'emballage qu'il avait utilisé, puis pour quelle raison il avait utilisé cet emballage-là. Je trouvais ça génial parce que c'était vraiment un petit, comme une fiche technique qu'il avait mis pour chacun de ces trucs, qui accompagnait le client jusqu'au lave-vaisselle avec son contenant qui pouvait le mettre dans le lave-vaisselle puis le réutiliser. J'ai fait, oh wow, ok, quelqu'un qui arrive là, qui comprend pas trop, qu'est-ce que tu fais avec un produit skiné en ossobuco? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ben écoute, tu lis la fiche, je peux prendre ça avec un Bordeaux ou un autre vin blanc, puis après ça, je mets ça au lave-vaisselle. J'ai fait, wow, la personne a juste pris tous les petits morceaux du puzzle puis l'a bien expliqué à son client pour l'accompagner jusqu'au lave-vaisselle. Fait que la mise en marché passe par la technologie, passe par l'emballage, passe par les connaissances, mais passe aussi par, comme on l'a dit dans d'autres balados, passe par l'éducation du client qui, des fois, il est pas juste pas, c'est pas qu'il veut pas le consommer. C'est qu'il est juste pas habitué de voir ce type de présentation-là puis de l'utiliser. Tout simplement, tu sais.
On a parlé beaucoup de produits skinés, le kit. On a peu parlé de produits surgelés. Alexandre, tu parlais de conditionneurs cellules à refroidissement rapide et tout. Est-ce que le congelé dans le prêt-à-manger a encore en mise en marché sa place? Oui, il aura toujours, je pense. C'est peut-être ce qu'on voit le moins de croissance, d'après moi. Je pense que beaucoup les gens qui tablent sur la qualité en prêt-à-manger. Puis là, je parle pas, quand je parle de prêt-à-manger, ici, je parle vraiment de prêt-à-manger qui est peut-être pas préparé en comptoir en épicerie. Là, on parle de prêt-à-manger qui se retrouve produit finalement à l'extérieur de l'épicerie, qui va se retrouver parfois en vente à l'épicerie ou même en livraison parfois. Euh, on- je vois peu de développement dans le surgelé. Le surgelé reste là, mais dans mon opinion, il y a moins d'innovation, il y a moins de développement de l'offre aussi. Je pense que les gens qui vendent ces produits le font avec un grand respect finalement du produit qu'ils travaillent, de l'aliment qu'ils travaillent. Ils ont un grand respect pour le travail qu'ils accomplissent et ils vont essayer de le livrer le plus souvent aux clients dans le frais et la technologie le permet. Donc souvent, le surgelé, ça va être fait par nécessité. C'est quelque chose qu'on va voir souvent chez les marchands quand ils savent que leur produit parfois atteint une période de fin de vie. Là, on va passer en surgélation rapide pour permettre une revente. Des fois, ça va être à rabais, quoi que ce soit. Donc, je vois ça quelques fois. Ça, c'est sûr, c'est que c'est mon impression sur la chose. Mais le plus souvent, moi, je vois le développement du prêt-à-manger, c'est beaucoup en réfrigéré. Donc, 4 degrés Celsius, c'est ce qu'on voit, parce qu'on se retrouve souvent avec des techniques de conservation qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois avec des techniques de pasteurisation, par exemple. On le voit avec des grandes marques comme Plaisir Gastronomique et autres qui permettent, qui offrent des fois un produit qui est assez qualitatif, mais avec une durée de vie qui est très importante. On retrouve aussi dans le prêt-à-manger du très haut de gamme. Je pense à des gens comme Camilo, par exemple, qui a gagné une édition des chefs et qui, lui, s'est lancé directement dans le prêt-à-manger avec son commerce Menu Extra. Si tu regardes finalement l'offre alimentaire chez Menu Extra, c'est extraordinaire. Si tu vois des gens comme Jérôme Ferrer aussi qui fait du prêt-à-manger, mais en livraison, bon, ben ça va être rarement être du surgelé. Est-ce qu'il y aura encore du surgelé? Oui, il y aura toujours du surgelé. Est-ce que ça existe? Oui. Mais d'après moi, tout ce qui est innovation, vraiment, c'est plus dans le frais, là. C'est ce qu'on Jeannot, voit, nous aussi. OK. Correct. Jeannot, du surgelé chez vous, est-ce que c'est quelque chose qui est présent ou... Non, on travaille pas beaucoup. Un petit peu au niveau des fruits de mer, un petit peu les produits M&M aussi, là, mais c'est pas un gros volume. Notre volume est vraiment basé sur le Ouais, frais. Sur le frais. Mais j'ai bien apprécié notre discussion, surtout comme Paye-toi Festin, la description. Je trouve qu'on apprend beaucoup d'un forum comme ça. C'est très Ça donne Écoute, des bonnes idées. c'est vraiment c'est sûr qu'à se promener, puis tu sais, je parle toujours en disant faites des foires commerciales, puis pas juste la foire, allez vous promener dans les commerces, puis perdez-vous dans les rues, puis allez voir qu'est-ce qui se passe, puis soyez curieux. Moi, je pense que c'est ça qui manque présentement à notre industrie. On est tellement pris dans l'opération qu'on manque de temps fait qu'on on gère juste des crises, on gère pas de l'innovation. Et je suis content de voir que Alexandre, Martin, Catherine, tu sais, vous êtes là au service des clients, puis plus qu'il y aura de clients qui vous appelleront juste pour poser des questions, plus le fun ça sera, plus concerté sera l'industrie. On a peu parlé, puis ça Je veux concerne moins juste dire quelque Jeannot. chose sur le surgelé avant qu'on continue. Oui, Je veux vas-y pas non Alexandre, plus avec plaisir. dénigrer le surgelé parce que la technologie pour atteindre finalement un produit surgelé de très très bonne qualité, ça existe. Donc des surgélateurs finalement ou cellules de refroidissement rapide qui vont permettre d'avoir un produit surgelé mais qui est impeccable, sans cristallisation, sans le petit frima qui permet de le voir. Ça existe. Et pour certaines catégories de produits,
c'est quelque chose qui est presque dans l'obligation. Je pense notamment aux produits de la mer, Le essentiellement. fruit de mer, ouais, Le fruit de exact. mer. Donc, si on parle Ah de ouais. gens qui veulent faire du prêt-à-manger, si on parle de petits producteurs sur la Côte-Nord ou en Mhm. Gaspésie, eux, ils auront comme pas le choix de se placer ou de s'appuyer sur des techniques de surgélation. Est-ce que ça veut dire que c'est moins bon? Non, pas du tout. Pas du tout. Si on parle de produits de la mer, souvent, ça va être une obligation. Donc, je voulais pas du tout Non, mais donner l'impression aux auditeurs qu'on dénigrait ou qu'on peignait finalement la surgélation d'une couleur négative ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Il y a aussi d'excellents produits dans le surgelé, là. moi, je te seconde là-dessus, Alexandre. Bon Puis point. t'as parlé Jeannot, de marques de surgélation vendues en épicerie, en dépanneur maintenant. Puis on a vu énormément d'innovations aussi arriver dans des grandes épiceries pour voir des poutines surgelées, tu sais, prêtes à manger qu'on voit en skin. Mais je pense que ce serait sous vide plus qu'en skin, mais parce que maintenant les sous vides s'adaptent. Les sacs sous vide s'adaptent à toutes les situations. Si j'ai bien compris, Alexandre, l'autre fois tu me parlais de nouveaux sacs qui s'en viennent avec soit des empreintes plastiques moins fortes, des changements, en tout cas, je pense que la pellicule a énormément, sous vide a énormément évolué, Alexandre. Absolument. Faut pas que tu hoches juste la tête, on est à la radio. Ouais, mais ça me prenait le 2 secondes pour enlever le bouton mute sur le micro. Je m'excuse, là, j'étais comme, ils m'entendent pas. Il y a pas de Oui, problème. ben le sous-vide, c'est une innovation beaucoup. Écoute, si on parle des machines sous-vide maintenant, pour les gens qui ont travaillé en machine sous vide depuis longtemps, souvent les machines sous vide, c'était des opérations qui étaient très simples et qui fonctionnaient souvent simplement sur une minuterie, par exemple. On dit à la machine sous vide, tu fonctionnes 30 secondes, la machine fonctionne 30 secondes. Maintenant, le standard sur beaucoup de machines dans ma gamme, c'est de fonctionner avec des sondes barométriques. Donc, on atteint un pourcentage de vide qui est très exact et qui permet de reproduire le résultat de façon constante. On a des machines sous vide qui vont avoir des sondes qui vont mesurer l'humidité relative dans la cuve et qui va permettre de déterminer finalement lorsqu'il y a un liquide à l'intérieur, est-ce que ce liquide s'apprête à passer en ébullition? Souvent une expérience que des gens ont vécu en cuisine où on met une sauce ou une soupe sous vide et finalement on se rend compte que le produit va en ébullition, que ça sort du sac, ça fait un gros dégât. Bon, parce qu'il faut savoir que la température d'ébullition de l'eau baisse de façon finalement parallèle à la baisse de pression atmosphérique. Donc, maintenant, on a des machines qui vont permettre de prévenir ce phénomène-là. On a des machines qui vont mariner carrément dans la machine. On a des machines qui vont permettre de faire de l'étiquetage. Donc, des machines sous vide avec une bien plus grande versatilité de ce qu'on avait auparavant, ça existe. Et j'ai même de nouvelles gammes qui s'en viennent, qui auront beaucoup de ces finalement de ces fonctions standards. Une fonction aussi qu'on met souvent sur les machines sous vide et qui s'apprête finalement très bien au prêt-à-manger, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi pour l'anglicisme, là, c'est un terme technique, c'est ce qu'on appelle le soft air, ou c'est le retour d'air progressif dans la cuve, qui fait en sorte que si on fait un emballage d'un produit où il y aurait, comment dire, une surface qui est dure ou avec des angles droits, que ce soit une barquette, un contenant ou des produits qui contiennent des os ou une carapace, faire en sorte qu'à la fin du vide, lorsque la pellicule, qu'elle soit plastique ou éco-responsable, vient se rabattre sur le produit, que ça se fasse de façon extrêmement délicate pour que la pellicule vienne épouser les formes du produit et éviter que ça perce. Souvent, on va acheter des produits surgelés et on se rend compte que le vide a été perdu. On voit souvent ça finalement dans les filets de viande ou de Du poisson. loose pack. Ouais, du loose pack, comme qu'on dit dans la langue de Molière. Donc, ça vient éviter ce phénomène-là. Donc, ça rallonge un petit peu le cycle, mais ça permet aussi d'éviter les pertes, là. C'est vrai que le sous-vide, on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous, c'est souvent la première recommandation qu'on fait à un client qui veut aller vers une nouvelle technologie ou peut-être débuter avec une technologie parce que, comme Alexandre disait, c'est très versatile, là. Puis avec les différentes options qui sont maintenant disponibles sur les équipements, mais tu peux faire à peu près n'importe quel produit. Tu augmentes ta conservation, tu fais peut-être un léger sacrifice sur ton visuel, mais tu sais, il existe d'autres façons d'améliorer ce visuel-là. Puis, on a vu la croissance, on en avait déjà parlé avec Alexandre, mais dans les 2 dernières années, le nombre d'équipements sous vide qu'on a vendus a quintuplé, puis ça reste un investissement qui est
pas si important à faire, mais qui donne vraiment un gain au niveau de l'efficacité puis d'une versatilité. Là. Fait que tu peux faire tes mets préparés, tes viandes. Il y a pas Ça grand-chose devient que une tu peux preuve pas de concept, ouais. Ça vient Exactement. prouver ton concept, essentiellement. On a tellement appris de choses au niveau de la chimie culinaire, aussi au niveau des températures à cœur, puis des produits que maintenant, jadis, sous vide, c'était des carottes qu'on mettait sous vide, puis qu'on faisait bouillir dans l'eau bouillante jusqu'à temps qu'elles soient molles. Maintenant, on a appris des choses. Écoutez, gang, je suis obligé de vous dire qu'on aurait tellement de choses à dire. Moi, j'aurais voulu aller dans le prêt à consommer, j'aurais voulu aller le prêt à servir, etc. Il va falloir qu'on fasse d'autres balados du style. On va être disponible. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on a donné, en conclusion, le goût à l'industrie de peut-être prendre le temps de sortir hors de la boîte, outside of the box, pour voir où la technologie, où les emballages, où la façon de penser, où la mise en marché peut nous apporter. Si vous êtes sur ce premier balado, on en a 2 autres qui nous amènent un peu plus loin dans tout le secteur. Prenez le temps de lire les 3, d'écouter les 3. Puis sur ça, je vous remercie infiniment d'être là. Et c'est ainsi que se termine le 3e épisode sur le prêt à manger en épicerie. 2 autres épisodes sont disponibles sur détaillantalimentaire.com, section balado. L'offre en prêt à manger, la technologie au service du prêt à manger. Nous espérons que vous avez apprécié ce contenu et je remercie encore une fois chaleureusement nos invités pour la richesse des échanges.